Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble la correction de l'exercice de spécialité, donc l'exercice 3 du bac scientifique de Métropole 2015. Donc dans cet exercice, la première question, plutôt classique, on vous demande, on considère l'équation E à résoudre dans Z 7x moins 5y égale 1. Cette résolution, on vous l'a détaillée en 3 questions successives, petit a, petit b, petit c. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs dans tous les sujets. Des fois, juste la résolution de cette équation peut faire l'objet d'une seule question. Bon, ici, on vous l'a détaillé. Regardons ensemble donc ces questions. Pour la question 1A, on nous demande de vérifier que le couple 3,4 est solution de E. Ça, c'est simple. Pour la question donc du coup 1A, il suffit de calculer 7 fois 3 moins 5 fois 4. Ça fait évidemment 1. Donc, le couple 3 et 4 est solution de E. Donc là, une petite question d'échauffement, rien de bien compliqué. Ensuite, on nous demande montrer que le couple d'entiers xy est solution si et seulement si, donc on a l'égalité suivante. Attention ici au si et seulement si, il faudra donc raisonner par équivalence dans cette question. Alors, on va partir donc de la proposition xy solution de E. Alors ça veut dire quoi? C'est équivalent au fait que 7x moins 5y est égal à 1, pardon. Et or, on a écrit 1 sous la forme d'une combinaison linéaire entre 7 et moins 5 à la question précédente. Donc ça veut dire que c'est équivalent à 7x moins 5y égale 7 fois 3 moins 5 fois 4. Et donc ça, c'est bien équivalent à, si on passe le 7 fois 3 de l'autre côté, donc et qu'on factorise par 7, on a donc 7x moins 3. Et donc à gauche, qu'est-ce qui nous reste? Le moins 5y qui devient 5y. Et donc le moins 5 fois 4 qui se factorise par 5. Et donc on a 7x moins 3 est égal à 5y moins 4. Donc là, pareil, petit échauffement. Donc attention, par contre, ici, on vous demande une équivalence. Donc faites attention. Ensuite, montrer que les solutions entières de l'équation sont exactement les couples xy d'entiers relatifs. Donc, ils s'écrivent sous cette forme-là. Attention au mot exactement. On va ici raisonner par analyse synthèse. N'oubliez pas la synthèse donc dans cette question. Donc ici, analyse. Si x et y solution de E. Alors, on a montré précédemment que 7x-3 était égal à 5y-4. Donc, 7 va diviser 5y-4. Or, 7 et 5 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, donc bien penser à invoquer le théorème de Gauss et à bien l'écrire clairement, avec du coup son hypothèse qui est qu'il faut absolument que 7 et 5 sont premiers entre eux. N'oubliez pas, quand vous utilisez Gauss, déjà de le dire, et ensuite de justifier correctement pourquoi. Le théorème de Gauss ne s'applique que si on est en présence de deux nombres premiers entre eux. Donc même si c'est évident, là il est évident que 7 et 5 sont premiers entre eux, il faut l'écrire pour bien faire comprendre que vous avez bien le droit d'utiliser ce théorème. Donc si on l'applique, on peut du coup dire que 7 divise y moins 4. Donc il existe k appartenant à z tel que du coup y moins 4 égale 7k, c'est-à-dire y égale 7k plus 4. Alors là, attention, pour x, il ne faut pas réutiliser Gauss une deuxième fois en disant que 5 divise 7x moins 3 et que comme 5 et 7 sont premiers entre eux, 5 divise x moins 3, parce que dans ce cas-là, vous ne serez pas sûr d'avoir exactement le même cas. Attention, ici, l'intérêt de cette solution, c'est que vous voyez que c'est la même inconnue, ici, k. Si vous utilisez Gauss une deuxième fois, vous allez avoir la présence d'un autre entier que vous serez obligé d'appeler k', ou avec une autre lettre, mais a priori, ce ne sera pas forcément le même. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est réinjecter dans cette égalité-là pour bien avoir le même cas. Donc, on va avoir 7x moins 3 qui va être égal à 5y moins 4, c'est-à-dire 5 fois 7k. Et donc là, vous pouvez simplifier les 7, et donc vous avez bien le même cas. Donc, x moins 3 est égal à 5k. Donc, x est égal à 5k plus 3. Réciproquement, donc ça, c'est la synthèse, en fait. Si il existe k appartenant à z tel que x est égal à 5k plus 3 et y est égal à 7k plus 4, alors
bah, on va calculer tout simplement 7x-3, ça va donner 7 fois 5k, et 5y-4, ça va donner 5 fois 7k. Donc, on a 7x-3 qui est égal à 5y-4. Et ça, en utilisant la question 1b, donc xy, solution de E. Donc, avec l'analyse et la synthèse, en conclusion, on peut dire que xy est solution de E si et seulement si, et ça c'est important, il faut qu'il y ait forcément l'analyse et la synthèse, la première étape et la réciproque pour dire que à ce moment-là, c'est exactement le couple de solutions décrit par x égale 5k plus 3 et y égale 7k plus 4. Donc pensez-y, bien faire un sens puis l'autre. Avec l'analyse, en fait, on dit que forcément, si x et y sont solutions, ils s'écrivent forcément de cette manière-là. Et la réciproque, s'ils s'écrivent de cette manière-là, alors ils sont solutions. Donc on a bien l'équivalence. Alors, pour la question 2. Donc une boîte contient 25 jetons, des rouges, des verts et des blancs. Sur les 25 jetons, il y a 5x jetons rouges et y jetons verts. Sachant que 7x moins 5y égale 1, quels peuvent être le nombre de jetons rouges, verts et blancs? Donc, il faut absolument que la somme de x, de y et du nombre de jetons blancs soit égale à 25, sachant que, vous voyez que x et y ils sont reliés par une relation très précise. En fait, x et y, vous voyez qu'ils sont solutions de mon équation E, donc on va pouvoir utiliser la question 1c en écrivant qu'ils s'écrivent comme ça, sachant que forcément, la somme de x et y doit être comprise entre 0 et 25, donc on voit par exemple que k ne pourra pas être négatif, parce que si k est égal à moins 1, vous voyez qu'ici je vais avoir des nombres négatifs, et ça c'est pas possible. Donc je vais commencer à partir de k égale 0, voir les solutions que ça me donne, et k égale 1, k égale 2, k égale 3, et comme vous voyez que j'ai des fonctions ici en fonction de k qui sont croissantes, à partir du moment où j'aurai un couple dont la somme va être supérieure à 25, du coup les autres ne seront pas possibles. Alors on va regarder, donc du coup, pour la question 2, comme 7x moins 5y égale 1, on a donc x, y, solution de E. Donc, il existe k tel que x égale 5k plus 3 et y est égal à 7k plus 4. Or, il y a 25 jetons en tout. Donc, on a forcément x plus y qui va être compris entre 0 et 25. Alors en fait, c'est même x plus y plus le nombre de jetons blancs, mais comme on n'a aucune restriction sur le nombre de jetons blancs, en fait, la condition s'applique que sur x et y. Bon, on va regarder, si k est égal à 0, à ce moment-là, on a x égale 3, y égale 4, et z égale, alors on va appeler z du coup le nombre de jetons blancs, c'est 25 moins 3 moins 4, c'est-à-dire 18, donc jetons blancs. Donc on a la composition 3 jetons rouges, 4 jetons verts et 18 jetons blancs. Si k est égal à 1, on va avoir x égale 8, y est égal 11. On en satisfait bien la condition, donc parce que x plus y est égal à 19. Et donc on va avoir z qui va s'écrire 25 moins 8 moins 11, c'est-à-dire 25 moins 19, 6 jetons blancs. Et c'est tout en fait, parce que si k est supérieur ou égal à 2, on va avoir x qui va être supérieur ou égal à 13, on va avoir y qui va être supérieur ou égal à 14 plus 4, 18, et donc x plus y qui va être supérieur ou égal à 13 plus 18, c'est-à-dire 31, et on voit que ça ne satisfait plus la condition. Donc, pas de solution à notre problème de la question 2. Donc en fait, il n'y a que deux possibilités. Il n'y a que deux possibilités. 3, 4 et 18, et 8, 11 et 9. Du coup, en termes de jetons rouges, jetons verts et jetons blancs.
Alors, pour la question 3, alors une longue question. Donc, on va tâcher déjà d'observer où est la question, hein, et ensuite d'y répondre naturellement. Alors, on considère la marche aléatoire suivante d'un pion sur un triangle ABC. Donc, à chaque étape, donc on va avoir un pion sur un triangle. À chaque étape, on tire au hasard un des jetons parmi les 25, donc de la boîte. Alors, vous voyez qu'à la fin de la question 2, on a supposé 3 jetons rouges, 4 jetons verts, et donc du coup, on a 18 jetons blancs. Et on nous dit, alors, lorsqu'on est en A, donc on pioche à chaque fois un jeton. Si le jeton est rouge, le pion va en biais. Si le jeton est vert, le pion va en C. Si le jeton est blanc, le pion reste en A, etc., etc. Si le jeton tiré est en rouge, etc., etc. Et voilà, lorsqu'on est en B et lorsqu'on est en C. Donc au départ, le pion est sur le sommet A. On nous pose, pour tout entier naturel n, on note a, n, b, n, c, n, les probabilités que le pion soit en grand A, grand B, grand C à l'étape n. On pose la matrice xn, la matrice ligne, attention, a, n, b, n, c, n, et T, la matrice qui va vraisemblablement être la matrice de transition. Donner la matrice ligne x0, x0, c'est le pion au départ. On vous dit qu'il est sur le sommet A, donc on va avoir le pion est au départ en A. Donc, en fait, A0, c'est la probabilité que le pion soit sur le sommet grand A à l'instant n égale 0, donc c'est 1. Et B0 et C0, c'est la probabilité que le pion au départ soit au sommet grand B ou grand C, c'est 0, tout simplement. Donc, X0, c'est la matrice ligne 1, 0, 0. Et ensuite, donc, il faut justifier qu'on a xn plus 1 égale xn fois t. Et on va regarder les relations de récurrence entre an, bn, cn et an plus 1, bn plus 1, cn plus 1. Alors, on y va. An plus 1, c'est quoi? C'est la probabilité que le pion, il soit en A à l'instant n plus 1. Donc là, on va utiliser la formule des probabilités totales. On va regarder la probabilité sachant qu'il était en A à l'instant n, plus celle sachant qu'il était en B à l'instant n, plus celle sachant qu'il était en C à l'instant n. Donc on va avoir la probabilité de passer du sommet A au sommet A. Alors ici, on va faire un peu un graphe probabiliste. On va regarder ce qui se passe. On nous dit dans l'énoncé. Alors je vais vous remettre l'énoncé. On va le faire avec l'énoncé ici. Voilà. On nous dit que lorsqu'on est en A, si le pion jeté est rouge, quelle est la probabilité que le jeton tiré soit rouge? Il y a 3 jetons rouges sur 25, donc 3 sur 25, le pion va en B. Donc ici, on a 3 25e. Si le jeton tiré est vert, quelle est la probabilité que ça se passe? On a 4 jetons verts sur 25. Donc on a une chance de 4 25e que le pion aille en C, 4 sur 25, et donc, du coup, la différence, c'est-à-dire 18 sur 25, qu'il reste en A. C'est la quantité de pions blancs. Ensuite, si on est en B, on va faire la même chose. Si le pion est rouge, si le jeton tiré est rouge, le pion va en A. Donc, on a ici 3 25e. Si le jeton tiré est vert, il va en C. Donc, ici, on a 4 25e. Et la probabilité qu'il reste en B, c'est 18 25e. Pour C, c'est pareil. Si le jeton tiré est rouge, il va en A. Donc, ici, on a la probabilité 3 25e. Alors, tâchez de faire un graphe un tout petit peu plus grand que moi, parce que là, vous voyez qu'avec les flèches, les fractions, c'est pas forcément très clair. Si le jeton tiré est vert, le pion va en B. Donc, la probabilité de tirer vert, c'est 4 sur 25. Et si le jeton tiré est blanc, le pion reste en C, donc la probabilité de rester en C, c'est 18 sur 25. Donc, moralité, avec ce graphe probabiliste, on voit que AN plus 1, c'est 18 25e, c'est la chance de passer de A à A, plus la chance d'arriver en B, c'est 3 25e de BN, la chance de partir de B, pardon, plus la chance de partir de C, c'est 3 25e aussi. Donc de Cn. On va avoir Bn plus 1, pareil. Alors, venant de A, c'est 3 25e. Plus, venant de B, donc de lui-même, donc 18 25e. Plus, venant de C, 4 25e. Alors, c'est pas un 2 là, c'est un 3, pardon.
Voilà, Cn. Et la probabilité d'être en C à l'instant n plus 1, bah, on a 4 chances sur 25 de venir de A, plus 4 chances sur 25 de venir de B, plus 18 chances sur 25 de venir de C. Alors du coup, si on calcule, si on regarde la matrice de transition, hein, donc on va avoir xn plus 1 qui va être égal à an plus 1, bn plus 1, cn plus 1. On va multiplier par quelle matrice? Pardon, c'est an, bn, cn, pardon. Et on va multiplier par quelle matrice pour avoir justement le vecteur an plus 1. Voilà, donc là en fait on va avoir la matrice T, et ça doit être égal donc à an plus 1, bn plus 1, cn plus 1. Donc en fait les coefficients là pour avoir an plus 1, donc on est en fait ici. Voilà, cette case-là, c'est la même que cette case-là. Donc on voit qu'on a multiplié an par 18 sur 25. Alors 18 sur 25, ça fait 0,72 quand on calcule. On a multiplié donc bn, parce que là, vous voyez qu'on va à chaque fois multiplier donc la première ligne par an, la deuxième ligne par bn et la troisième ligne par cn. Donc là, on va multiplier bn par 3/25e, donc c'est-à-dire 0,12. Et Cn par 3/25e, c'est-à-dire 0,12. On fait pareil pour Bn plus 1, Cn plus 1. Donc on remplit, vous voyez les coefficients. Attention, ici ils sont écrits en ligne et là ils vont être écrits en colonne. Donc ici 3/25e, ça va donner 0,12. 18/25e, 0,72. On a 4/25e, 0,16. Et ensuite, bah, ici 0,16, 0,16, 0,72. Ça correspond exactement à la matrice T. Donc, xn plus 1, c'est bien égal à xn fois grand T, avec la matrice grand T ici, que l'on nous donne. Ça correspond bien, vous voyez, à cette matrice-là que l'on vous donne dans l'énoncé. Donc la question, elle était juste là, hein, après une fois avoir tout lu. Donc pensez à faire le graphe probabiliste, à écrire finalement les relations de récurrence pour les trois suites, et du coup à expliciter un peu comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on trouve la matrice grand T, et constater qu'on a bien la même chose que dans l'énoncé. Alors, pour la question 4. Alors, vous allez voir cette question 4, finalement assez peu de calculs. Tous les calculs, on va vous les donner. Alors, il ne faut pas qu'un exercice de spé ce soit trop long. Donc, en effet, quand ça tombe au bac, ce genre d'exercice, on va vous admettre pas mal de résultats intermédiaires. Donc ici, on admet que la matrice grand T, en fait, on peut la diagonaliser. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle un principe de diagonalisation. C'est-à-dire qu'en fait, elle est égale à P fois D fois P-1, avec une matrice P qu'on appelle la matrice de passage et une matrice D diagonale. À l'aide de la calculatrice, donner les coefficients de la matrice P. Bon, bah ça, c'est simple. Il suffit juste de rentrer les coefficients de la matrice. Donc moi alors je peux pas l'appeler P hein, sur ma calculatrice, je vais l'appeler grand A. Donc on prend une matrice 3, 3 et puis on y va, faut rentrer les coefficients. Alors attention à pas se tromper parce qu'il y a des fractions, hein, donc 3 sur 10. On a ici 37 sur 110. On a 4 sur 11. Ensuite pour la deuxième ligne, on a 1 dixième. Pour la deuxième ligne, moins 1 dixième. Pour voilà, troisième ligne, donc la deuxième ligne, ensuite 0. Et ensuite, 0 ici. 1 divisé par 11. Et moins 1 divisé par 11. Et on va tout simplement, on nous demande les coefficients de la matrice P, c'est-à-dire l'inverse de la matrice P-1. Bon, on va demander du coup à la calculatrice l'inverse de la matrice. Donc du coup, ici, nous, ça va être A-1. Donc A puissance moins 1. Et on obtient ces résultats-là. Alors, on nous dit que les coefficients sont entiers. Alors, j'ai dû me tromper quelque part. Alors, regardons un peu. Dans la matrice, j'ai bien 3 dixièmes, 37 sur... Ah oui, 37 sur 110. Oui, c'est là où je me suis trompé. Hop, on va modifier. Donc, faites attention hein, quand vous rentrez des coefficients de matrice, parce que vous voyez que si vous vous trompez, après, tous les calculs sont faux. Donc là, je vais redemander le calcul. Bon, là, ça se voit assez bien. Hein. De toute façon, on nous dit que les coefficients sont entiers. Voilà, donc a priori, c'est cette matrice-là. Donc, on va juste noter les coefficients de cette matrice. Donc, pour la question 4A, donc on trouve P égale, alors on y va, 1
7, 4, 1, moins 3, 4, et 1, moins 3, moins 7. Voilà, alors pour la question 4b, on vous demande de démontrer que t puissance n est égal à p fois d puissance n fois p moins 1, bah, par récurrence. Par récurrence. Donc alors, l'initialisation. Bah, on va avoir t puissance 0 qui va être égal à l'identité. On a p fois d puissance 0 fois p moins 1. Bah, d puissance 0, c'est l'identité. Donc, on va avoir p fois p moins 1. Et bien, ça, c'est l'identité. Donc, on a bien le fait que t puissance 0 est égal à d puissance 0, p moins 1. L'hérédité, en question ultra classique, hein, si on a tn qui vaut p, dn, p moins 1, alors bah, t puissance n plus 1, c'est quoi? Bah, c'est tn fois t. Jusque-là, pas de surprise. Pour tn, on va utiliser l'hypothèse de récurrence, donc p dn, p moins 1. Fois t, c'est quoi? C'est p d, p moins 1. Et ici, qu'on voit, on a p moins 1 fois p, c'est l'identité. Donc, on va avoir p dn fois d fois p moins 1, c'est-à-dire p d puissance n plus 1, p moins 1. Et donc, en conclusion, par récurrence, pour tout n appartenant à n, on a t puissance n qui vaut p d puissance n, p moins 1. L'intérêt de cette relation, c'est que justement, bah, la matrice d puissance n, elle est très facile à calculer. C'est une matrice diagonale. On vous demande ses coefficients sans justification. Bon, bah, vous le savez, pour les matrices diagonales, comme d s'écrit sous la forme 1, 0,6, 0,56. Donc ça implique que pour tout n appartenant à n, d puissance n, c'est alors 1 puissance n, bon, bah, ça fait 1. Ensuite, on a 0,6 puissance n et on a 0,56 puissance n. Donc les puissances des matrices diagonales, c'est très simple. Alors, on va regarder ensemble la fin de la question 4c. Alors, en fait, la question 4c, on vous dit juste hein, que on vous donne les coefficients de la matrice t puissance n. On ne vous demande pas de le calculer, ce serait bien trop long. Alors, on vous donne juste la première ligne. Alors, on verra ensuite pourquoi, en fait, on a besoin que de la première ligne. Et on vous donne les coefficients alpha n, bêta n. On vous donne pas gamma n. Bon, bah, en fait, on verra pourquoi est-ce qu'on n'en a pas besoin. Et on cherchera pas à calculer les coefficients de la deuxième ligne et de la troisième ligne. On verra pourquoi. Alors, la question 4c, elle est terminée. Regardons la question 5 et la question 5a. Donc, on rappelle que pour tout n, xn est égal à x0 fois t puissance n. Ça vient du fait que xn plus 1 est égal à xn fois t. Et ensuite, on utilise donc par récurrence, on arrive à démontrer ceci. Déterminant les nombres an et bn à l'aide des coefficients alpha n et bêta n. Alors, les coefficients an, bn, je vous rappelle que c'est les coefficients de la matrice xn. Et ça, bah, on nous dit que c'est x0 fois t puissance n. Or, x0, c'est le vecteur 1, pardon, c'est la matrice ligne 1, 0, 0. Alors là, vous voyez que c'est pour ça qu'on a besoin que de la première ligne de la matrice t puissance n, parce que de toute façon, la deuxième ligne va être multipliée par 0 et la troisième ligne par 0. Donc, on va avoir an qui va être égal du coup à alpha n, tout simplement, à une fois alpha n, et bn qui va être égal à bêta n. En fait, ce qui se passe, hein, c'est qu'on multiplie 1, 0, 0 par la matrice du coup alpha n, bêta n et gamma n. 0, 0 enfin non, c'est pas 0, pardon. Ici, en fait, on a des coefficients qu'on ne connaît pas, mais comme on va multiplier en fait ainsi, vous voyez que la deuxième ligne et la troisième ligne en fait vont être multipliées par 0, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de connaître leurs coefficients. Et en fait, ici, on va avoir du coup an, bn, cn au résultat. Donc on a bien an qui vaut alpha n moins 1, alpha n fois 1, pardon, bn qui vaut bêta n fois 1 et cn qui vaut gamma n. Or, bon, bah an, bah, on va juste réécrire son expression, hein, donc c'est alpha n, donc c'est 3 dixièmes plus 7 dixièmes fois 0,6 puissance n. Donc là, on a juste à recopier. Bn, c'est 37 moins 77 fois 0,6 puissance n plus 40 fois 0,56 puissance n, le tout sur 110. Heureusement qu'on n'avait pas à le calculer, celui-là. Et alors, pour Cn, or, eh ben en fait, le principe de Xn, c'est que vous voyez que ça représente une probabilité. La probabilité d'être soit au sommet grand A, soit au sommet grand B, soit au sommet grand C.
Bon, bah, si on est en C, ça veut dire qu'on n'est ni en A ni en B et que la somme des trois fait 1. En fait, ici, on a une partition de l'univers. On est soit en grand A, soit en grand B, soit en grand C. Donc, on va avoir AN plus BN plus CN qui va être toujours égal à 1 pour tout N. Et donc, CN, c'est 1 moins AN moins BN. Et comme on connaît AN et BN, en fait, on connaît CN. Je ne vais pas réécrire du coup l'expression détaillée de CN. On a compris. Hein. Pour la question 5b, on nous demande les limites des suites AN, BN, CN. Et ben, voilà pourquoi je les ai réécrits. Alors, la limite de AN, c'est quoi quand n tend vers plus l'infini? Alors, le 3 dixième, il va rester. Et ici, on a 7 dixièmes fois quelque chose qui va tendre vers 0. 0,6 puissance n, ça tend vers 0 parce que 0,6 est plus petit que 1. Donc, la limite, c'est 3 dixièmes. La limite de BN, c'est, on va faire la même chose. Alors ici, on a 0,6 puissance n qui va tendre vers 0. Donc, moins 77 fois 0,6 puissance n va tendre vers 0. 0,56 puissance n va tendre vers 0. Donc, 40 fois 0,56 puissance n va tendre vers 0. Donc, le numérateur de Bn va tendre vers 37 moins 0 plus 0, c'est-à-dire 37. Et donc, la limite de Bn, c'est 37 sur 110. Pour Cn, la limite de Cn, ça va être quoi? Eh bien, on sait que Cn, c'est 1 moins An moins Bn. Étant donné que An converge, que Bn converge, on sait que Cn va converger. Et on a juste à faire 1 moins 3 dixièmes moins 37 sur 110. Alors, on va calculer ça. 1 moins donc 3 dixièmes moins 3 dixièmes moins 37 sur 110. Et ça fait 4 onzièmes. Alors, pensez juste à justifier à chaque fois, car 0,4 puissance n tend vers 0. On a utilisé que 0,56 puissance n tend vers 0. Et que la suite Cn, en fait, elle converge, car An et Bn convergent. Là, je l'écris en petit. Mais il faut bien quand même préciser comment est-ce qu'on a trouvé ces valeurs, parce que ça tend vers 0, parce que ça tend vers 0. Et comme les suites AN et BN convergent, on a la suite CN qui converge, et donc on peut calculer la limite de la suite CN ainsi. Alors on va terminer avec la question 5C. La question 5C, on nous demande sur quel sommet a-t-on le plus de chances de se retrouver après un grand nombre d'itérations? Alors, je vais reprendre ici, parce que je vais besoin la question 5b. Ici, si je regarde, c'est quoi la plus grande limite? Alors ici, on a 0,3. On va calculer les valeurs. Donc, 3 dixièmes. Bon, ouais, je n'ai pas tellement besoin de le calculer, mais bon, on va calculer quand même. 37 divisé par 110. Voilà, et 4 divisé par 11. A priori, vous voyez que c'est sur le sommet C. Donc a priori, la limite de Cn est la plus grande des trois. De peu, Donc, au bout d'un grand nombre d'itération. Alors, le mot itération, ça veut dire juste les répétitions d'une même expérience. On a plus de chances de se retrouver sur le sommet C. Donc, un exercice très intéressant sur les marches aléatoires, où vous voyez, alors je vais plutôt vous remettre l'énoncé pour conclure, où vous voyez qu'on a admis énormément de résultats au fil de l'exercice, tout simplement parce que sinon les calculs seraient bien trop longs. Vous voyez qu'ici, on a admis le fait de trouver la matrice P, on a admis certains coefficients de la matrice T puissance n, on a admis une récurrence, étant donné qu'on vous en a déjà fait faire une à la question 4b, et donc on a admis des tas de choses, et il faut juste penser à réutiliser ces résultats pour conclure à l'exercice. La question la plus importante ici, je pense que c'est vraiment la question 3, où il faut vraiment correctement expliquer pourquoi est-ce qu'on a cette matrice de transition-là. Donc je vous rappelle, pour la question 3, pensez bien à rédiger
correctement, enfin suffisamment pour bien faire comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces coefficients. Donc en écrivant, je pense que c'est nécessaire le graphe probabiliste, les relations de récurrence aussi, et puis ensuite vraiment de montrer que vous avez xn plus 1, c'est xn fois t, enfin fois une certaine matrice, et donc en fait cette matrice, on la construit vraiment avec ces coefficients. Mais attention, vous voyez qu'ici, les coefficients de la matrice, ils sont en fait... ils sont transposés en fait en quelque sorte par rapport aux coefficients des relations de récurrence. Donc voilà, c'est cette question-là où il ne faut pas s'embrouiller, mais vous voyez qu'encore une fois, il vous donne le résultat. Donc en fait, on peut admettre ce résultat pour poursuivre et qu'ensuite, finalement, on a un tout petit peu de calcul matriciel dans la question 4 et beaucoup de raisonnement en termes de suite et de limite de suite dans la question 5, et ce qui fait un exercice très complet sur les marches aléatoires, donc issues du baccalauréat de 2015. Je vous remercie.